voir tous ces soldats, tous ces jeunes se lever du jour au lendemain, aller en Milouim, voir ces dizaines de milliers d'Israéliens qui sont les seuls au monde à retourner dans un pays en guerre au lieu de fuir un pays en guerre, ça fait quelque chose à l'âme d'un jeune enfant juif à Paris et ailleurs quand il voit ces photos-là. Ça crée une fierté. Il y a des gens qui, malgré la guerre, et notamment des Français, alors on connaît le sionisme du peuple. Peut-être parce que la guerre, ou en raison de la guerre. Parce que la guerre. Bon, pour certains, c'était déjà prévu. Ils ont décidé, donc certains Juifs de France, de faire leur alia. Ils sont arrivés 28 hier soir sur le tarmac de l'aéroport de Ben Gurion. C'était absolument émouvant, tout à fait particulier. J'ai eu la chance d'être là-bas hier soir et évidemment, je n'étais pas toute seule. Il y avait beaucoup de gens, évidemment, beaucoup de gens très importants. Il y avait le ministre de l'Alia et de l'Intégration, il y avait le président mondial de l'Agence juive et il y avait bien sûr Aryeh Abitbol, qui est directeur de l'Agence juive en France. Bonjour Aryeh. Bonjour Cathy, bonjour Olivier. Bonjour. Voilà, la nuit a été courte, mais vous êtes quand même là. On est là. Alors, c'est quand même très spécial, 28 personnes qui arrivent en pleine guerre, l'aéroport est désert, il y avait même une alerte hier soir qui a résonné pendant qu'on était à l'aéroport. C'est une joie et une responsabilité, j'imagine, en même temps. C'est exactement les deux et je vais vous raconter une anecdote. La veille du départ, donc avant-hier, on reçoit, donc, comme tout le monde dans le pays, une annonce que la fac a été repoussée au 3 décembre. Ce matin aussi. Et du coup, j'avais pas mal d'étudiants qui étaient censés être sur le vol, qui nous appellent, qui disaient bon ben on repousse, c'est pas possible. Les Théodozéot étaient prêtes, on avait déjà payé les vols, etc. Et puis là, je me suis dit il faut qu'on parle aux parents. Et c'est vrai que d'un côté, c'est très compliqué de revenir en arrière moins de 24 heures avant l'ALIA. Tout est prêt, Mais d'un autre côté, c'est prendre la responsabilité de dire aux parents, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà. Donc, on en a parlé. Naturellement, c'est leur décision. On n'oblige personne à faire l'ALIA. Et au final, elles ont décidé courageusement toutes, puisque c'est des jeunes filles, de venir. Quoi. Ouais, magnifique, c'est formidable. Comment ça se passe pour eux maintenant ? C'est-à-dire que comment va se passer ce processus d'intégration ? Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à ce qui se passe dans le pays ? Absolument rien. Tous les ministères marchent, les administrations, les banques. Bon, naturellement, on sait qu'il y a beaucoup de gens en Milouim, donc peut-être ça prend plus de temps d'avoir un rendez-vous, mais tout continue. Comme d'ailleurs, je dirais, pendant la période du Corona. Vous savez, j'ai passé en 3 ans 2 grands événements. À la tête de l'Agence juive, ça ne doit pas être marrant pour vous. Voilà. Et il y a une chose d'extraordinaire, c'est que l'État, depuis le premier jour, que ce soit le Corona, que ce soit maintenant, a dit l'ALIA continuera, vaille que vaille. Et ça continue. Et on aide les Olim. Et non seulement ça, le ministre est venu hier et il a d'autres responsabilités en tant que ministre dans la gestion de la guerre. Il a beaucoup d'autres tâches, mais il est venu, quand il était là, jusqu'à très tard dans la soirée pour accueillir les Olim. Donc c'est vraiment une valeur primordiale de l'État d'Israël. Voilà, puis les Israéliens sont toujours très touchés de ce genre d'action, de ce genre d'événement. Pour eux, c'est incroyable qu'en pleine guerre, des gens de France, qui peuvent vivre a priori tranquillement, décident de venir en Israël. Tout à fait. Je pense qu'ils apprécient ça d'autant plus. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, je leur ai raconté, ils m'ont dit envoie-moi des photos. Ceux qui sont en Tsach-Moneh, ceux qui sont dans des situations comme ceci ou comme cela, ils avaient besoin de ces photos. Ouais, ça met du baume au cœur. Alors, on est obligé de vous parler de la situation, de ce qui se passe en France. On a des images angoissantes qui nous parviennent. Ici, c'est toujours pareil. Nous, on s'inquiète pour eux. Eux s'inquiètent pour nous. Quel est l'état des lieux, vraiment, en ce moment ? Je vais vous dire, si vous permettez, je vais faire un zoom out de quelques secondes, parce que ce n'est pas qu'en France. Je viens de lire les chiffres avant de rentrer dans le studio. 400% d'augmentation aux États-Unis. Des actes antisémites. Des actes antisémites. Des actes violents ou des actes tout confondu. Tout confondu, comme en France. Sur la base des mêmes chiffres qu'on voit en France en général, ils ont fait la même étude. Hier soir, dans un campus, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir cette nuit,
pendant que nous allions dormir, il y a des jeunes de l'Union College à New York qui se sont retrouvés bloqués et qui ont failli se faire lyncher par des manifestants pro-palestiniens sur place à New York. D'accord ? On est à New York, on n'est pas dans un quartier à Saint-Denis, on est à New York. Donc, dans le monde entier, au Canada, j'ai ma belle-sœur qui est au Canada, elle nous raconte le nombre d'actes antisémites qu'on voit au Canada. Je ne sais pas si vous avez vu, mais un pilote de Air Canada qui avait dit qu'il serait prêt à mourir pour Gaza. Du coup, ils l'ont limogé tout de suite. Dans le monde entier, les Juifs sont touchés par ce qui se passe. Et naturellement, en Europe, où on connaît la situation, on connaît les populations qu'il y a sur place. Et vous imaginez le nombre... Il y a des attentats qui sont déjoués en France. Oui, je pense que malheureusement, il y en a qui ont eu lieu, il y en a qui ont été déjoués. Il faut bien comprendre une chose. Je veux dire. À Bruxelles, pendant une nuit entière, il y a un terroriste avec une Kalachnikov qui s'est baladé, qui a tué 2 touristes de fans de rugby, de fans de football suédois, et qui s'est baladé toute la nuit pour continuer à tuer, juifs ou non-juifs. Il faut comprendre que l'Europe est à son état d'alerte le plus élevé depuis les attentats en France. Alors que font les autorités françaises ? Peut-être aussi la Sortnout, aussi les responsables communautaires. Qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de protéger les membres de la communauté juive ? D'abord, il faut rappeler et saluer le travail du SPCJ et de tous les organismes de la communauté qui travaillent extrêmement dur. Vous savez, le SPCJ fait un travail extraordinaire. C'est l'occasion de saluer la mémoire de Samy Gozlan, vraiment. Exactement. Qui doit bien vous manquer. Et de Samy et de toutes ces équipes de ces jeunes qui sont pour la plupart des bénévoles, qui se mettent devant les synagogues, qui sont en contact, qui apprennent, qui sont formés pour cela et qui font ça sans armes, sans aucun moyen réel de pouvoir agir, mais qui le font pour protéger leur communauté. Ce sont des héros aussi. Il faut le dire, il faut le répéter. Mais il y a l'État français aussi. L'État français a agi énormément. Naturellement, j'y arrivais. Et l'État français, il faut le saluer, qui s'est mobilisé tout de suite avec des policiers, avec des militaires devant les écoles. Jusqu'à présent, il y a des militaires devant beaucoup d'écoles juives. Ils prennent au sérieux n'importe quelle alerte qu'ils reçoivent, je le sais, puisque beaucoup de présidents de communauté, beaucoup de gens me disent qu'à chaque fois qu'il y a une alerte ou ils ont vu quelqu'un de suspect, etc., il y a tout de suite une réaction de la police. Et cette en particulier le ministre de l'Intérieur qui est en particulier le ministre sur ça. Qui est intransigeant, mais de manière générale, toutes les autorités, les préfets, avec tout le monde. Nous, à l'Agence juive, naturellement, nous travaillons en collaboration avec les services français pour protéger à la fois nos shlichim, nos émissaires, mais également faire passer des informations quand nous en avons nous aussi, bien sûr. Alors, la question, c'est savoir comment ça influence sur est-ce que vous pouvez déjà mesurer, on est à 3 semaines du début de la guerre, est-ce que vous mesurez déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui vous appellent, qui veulent ouvrir des dossiers, est-ce que vous avez déjà une possibilité de mesurer ça ? D'abord, on commence à mesurer ça, mais je veux dire quelque chose de plus général. Il y a eu la génération en 67, ou je dirais 68, puisque l'Aliyah a eu un boom, d'ailleurs une des plus fortes vagues d'Aliyah en 68, juste après la guerre des 6 jours. Il y a eu la vague de 74, un an après la vague à la guerre de Kippour en 73, et j'ai pas de doute qu'il y aura une vague 2024. Surtout de jeunes. Vous savez, voir tous ces soldats, tous ces jeunes se lever du jour au lendemain, aller en Milouim, voir ces dizaines de milliers d'Israéliens, comme on l'a dit, qui sont les seuls au monde à retourner dans un pays en guerre, au lieu de fuir un pays en guerre, ça fait quelque chose à un enfant, à l'âme d'un jeune enfant juif à Paris et ailleurs quand il voit ces photos-là. Ça crée une fierté. Il y a une amie qui me dit que tous les soirs, elle demande, elle habite en France, pour ses enfants, les photos d'un ami à elle soldat qui est en Milouim pour les montrer à ses enfants. Ça va faire quelque chose à cette génération, je n'ai aucun doute là-dessus. Ils ont envie de devenir acteurs, non pas spécialement spectateurs. Je pense qu'encore plus aujourd'hui que n'importe quand. On a cette tension un petit peu partout. Sauf que quand on n'est pas en Israël, on ne peut pas être acteur pour pouvoir se défendre, pour pouvoir sentir qu'on a un rôle pour pouvoir rester un juif fier.
Les Français, on le sent, nous, à travers, bien sûr, les informations qui nous arrivent, et les Juifs français ont été bouleversés, n'ont pas compris. Comment était l'ambiance en France et à Paris, notamment ? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que pour ceux qui respectent la fête, c'était terrible, parce que nous, on a déjà vécu une journée de tension énorme, mais eux, ils en ont vécu 2, parce que beaucoup d'entre eux ont fait 2 jours de fête. Et donc, les informations venaient, on ne savait pas exactement, ils avaient des rumeurs, ils entendaient, les gens autour leur disaient, etc., mais ils ne voyaient pas de leurs propres yeux. Et beaucoup ont de la famille en Israël, ça devait être l'angoisse totale. Alors, certains, naturellement, ont pris leur téléphone, ont appelé, certains ont essayé de garder la fête. Donc, il y a aussi ce décalage de 24 heures avec nous, et que certains ont découvert l'horreur. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, parce qu'on a eu la première vague, la première journée de mes amis israéliens, francophones et autres, et j'ai eu la vague du lundi matin, du dimanche soir, où ils ont découvert l'horreur. Donc ça aussi, c'est important de le préciser. Et c'était la stupéfaction. Vous savez, les restaurants cachers sont restés fermés quasiment 10 jours. Quasiment aucun restaurant n'a ouvert en France. Ce qu'on a vécu ici en Israël. De peur d'ouvrir Les deux. Mais je dirais plus que de peur, d'effroi et de tristesse. Ils n'ont pas ouvert en raison de la situation, parce que personne là-bas non plus n'avait envie d'aller au restaurant. Là, ils ne viennent que commencer à ouvrir. D'ailleurs, comme nous, en Israël, c'est qu'au début de cette semaine qu'on a vu les restaurants un petit peu reprendre, les gens retourner dans les restaurants. C'est pareil, c'est ce qui s'est passé exactement à Paris, et un petit peu partout à travers l'Europe. La mobilisation. Vous savez, on a essayé de mobiliser dans beaucoup de causes, que ce soit des causes antisémites, etc. Mais la mobilisation qu'il y a eu aux Champs-Élysées, au Trocadéro, c'était extraordinaire de voir ça. Extraordinaire, ouais. Les Israéliens aussi ont été bouleversés par ces images, par la Tikva chantée place du Trocadéro. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Vous nous avez parlé des actes antisémites qui ont lieu, mais est-ce que de l'autre côté, vous voyez une vague aussi de soutien de personnes qui ne sont pas de la communauté juive ? Oui, beaucoup plus qu'avant. C'est clair. Moi, je reçois des messages de toutes sortes de gens qui n'ont rien à voir. On a eu l'agent immobilier qui nous a aidés à déménager, qui m'a envoyé un message. On est avec vous, on vous soutient. Beaucoup de gens qui aident, des mairies, des préfets. D'ailleurs, là, il y a le revers de la médaille. Ils se font agresser. Beaucoup je ne sais pas si vous avez vu la une de l'Humanité ce matin. Non. Les collaborateurs d'Israël, enfin, c'est terme terrible où ils montrent des photos de politiciens, qui sont les politiciens qui soutiennent trop Israël, avec la photo de Meir Habib et d'autres, Yael Braun-Pivet, etc. On a l'impression qu'il faut choisir son camp en France. Ah oui, clairement. C'est comme ça. Ouais. Il y a ceux qui soutiennent Israël et ceux qui soutiennent le Hamas. Et il y a la majorité silencieuse. Et c'est sur elle que nous faisons tous un travail, chacun à son niveau, de Hasbara, pour expliquer. Il y a cette majorité silencieuse qui ne comprend pas, à qui il faut expliquer les choses. Est-ce qu'il y a un changement dans les médias aussi ? Oui, clairement. Oui, on le voit, la plupart des chaînes. Contrairement aux États-Unis, où on a d'un côté CNN, de l'autre côté les autres chaînes qui sont plus ou moins favorables, ou la BBC, et de l'autre côté les autres chaînes en Angleterre, en France, on ressent moins cela. De manière générale, les chaînes d'information sont relativement pro-israéliennes. Il y a naturellement un petit peu sur France 2 et sur TF1 ces derniers jours, on sent un revirement. Mais de manière générale, les informations en France ont été très claires. Vous savez, les Français sont encore touchés. Ils ont les images de ce qui s'est passé en 2015. C'est les mêmes images. En plus grave, malheureusement, mais c'est les mêmes images. Quelqu'un de minimum honnête et humain ne peut pas choisir le mauvais camp. Donc, les choses sont très claires. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un basculement dans la prise de conscience. Est-ce que vous pensez aussi que c'est la prise de position claire d'Emmanuel Macron qui a fait que les choses ont changé? Parce que ça aussi, c'est nouveau. Parce que la politique arabe de la France, c'est comme ça que ça s'appelait au Quai d'Orsay. C'est plus comme ça. Enfin, je veux dire, la réaction d'Emmanuel Macron a été claire. Même lorsqu'il a été à Ramallah, il ne s'est pas démonté, il aurait pu. Ça aussi, ça a un impact. Oui, mais le Quai d'Orsay reste le Quai d'Orsay. Et la ministre des Affaires étrangères, après sa visite qui
semblait montrer une grande sympathie pour Israël, est revenu sur les positions habituelles du Quai d'Orsay. Je pense qu'on joue encore, il y a encore des efforts à faire. un petit peu pour le Quai d'Orsay le double jeu, mais le président a dit les choses de manière très claire. Il faut le rappeler, il faut le dire. Et il faut saluer aussi toute la communauté, tous les dirigeants de la communauté qui sont venus 24 heures, qui sont allés à Kfar Aza, qui ont vu ce qui s'est passé et qui ont promis de s'engager pour les personnes kidnappées. Vous savez, je suis assailli de téléphones de parents ou de familles des personnes kidnappées, des otages, qui veulent venir en France parler aux parlementaires un petit peu partout, qu'ils ont l'impression que la France est de notre côté et qu'en faisant pression sur la France, ils ont des chances d'y arriver. Ils y croient vraiment parce qu'ils sentent qu'il y a une mobilisation, en France. D'ailleurs, on mettra peut-être l'image à l'initiative de la députée Caroline Yadan de la 3e circonscription. Eh bien, tous les députés ont pris une photo des otages et se sont mis sur les marches de l'Assemblée nationale pour protester. Ça, c'est vraiment tout à fait exceptionnel, du jamais vu en France. Tout à fait. Je pense aussi qu'on a fait baisser les masques sur une partie de la gauche. Et je ne dis pas que de l'extrême gauche, de la gauche aussi. Une partie de la gauche qui parle par rapport à ça. Et je pense que les choses sont claires en France. Les gens ont compris... que le Hamas est un mouvement terroriste. Je pense qu'ils ont compris qu'il y a certaines personnes qui seront des alliés du mauvais côté de l'histoire. Et les choses sont claires. Vous allez continuer votre mission, vous retournez à Paris prochainement ? Lundi, je retourne en France. C'est très dur de partir, de quitter Israël en ces moments, mais je pense qu'on a un travail à faire sur place. Je pense que les communautés ont besoin. Les communautés sont traumatisées aussi, il faut le savoir. Et il y a eu un téléphone qui a été mis en place par le Fonds social et d'autres organismes pour un soutien psychologique aussi pour les gens sur place en France. Beaucoup ont du mal. Vous savez, les gens ne regardent que ça. J'ai un ami, il m'a dit je n'ai pas vu une chaîne française depuis 3 semaines. Je vois que les chaînes juives, Radio Kalita, I24, etc. Ils vivent vraiment au rythme israélien. Et c'est pour ça, quand vous posez la question de l'Aliyah, je n'ai pas de doute que les gens vont comprendre. On a compris beaucoup de choses depuis 3 semaines. Et je pense que les gens vont comprendre que notre place, elle est ici. Les choses sont claires. Très bien. Arié, merci beaucoup pour ce témoignage à chaud. Nous aussi, on est avec vous. Moi, je crois que nos cœurs on sera là surtout pour les accueillir. C'est surtout très important. On sera là pour les accueillir. Voilà. Puis comme on dit, on n'a qu'une maison, c'est ici, quoi. Merci pour votre soutien, en tout cas. Merci. C'est la moindre des choses. Bonne chance, Béat Sarah, pour la suite à Paris. Merci beaucoup.